La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Russe, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on s'interroge sur les tricheurs, tous les tricheurs. La dépêche du midi, dopage, le grand déballage, l'Express, l'incroyable vie de Cahuzac. Dans le Canard enchaîné, la preuve que l'arbitre Estoupe était en affaire avec Tapi. Et puis sur le chiffre du déficit qui dérape, qui triche, qui s'arrange avec la réalité, les Échos, polémiques sur le déficit, ce que dit la Cour des comptes. Libération revient sur le récit de la mort de Clément Méric, car là aussi on s'interroge. Qui a frappé qui a commencé? Libé choisit son camp, antifasciste, génération Méric. Le Figaro revient quant à lui sur la réforme pénale. Récidive, le projet Taubira divise le gouvernement, où l'on apprend qu'à Paris, un tiers des multirécidivistes ont moins de 16 ans, mais qu'on ne réformera pas la justice des mineurs. Et le Parisien revient sur une étude de l'OCDE qui nous rappelle qu'avec certaines réalités, en revanche, on ne triche pas. Encore une exception française. Pas de diplôme, pas de boulot. Et il y a un sujet omniprésent dans la presse, c'est la loi de moralisation. Oui, dans le Télégramme, Hubert Coudurier fustige ceux pour qui ce n'est jamais assez. Lui, il trouve que cette loi n'est pas si mal. Si Cahuzac n'existait pas, s'agace-t-il, il faudrait l'inventer. Car les sociétés en crise ont toujours besoin de trouver des coupables. Et celui-ci, il faut le reconnaître, est idéal. Il n'est besoin que de lire son portrait dans l'Express, portrait ravageur dressé par Élise Carlin. Il y a les démentis, les yeux dans les yeux, ça on les connaît, mais aussi sur la tête de ses enfants, ça on le savait moins. La voix brisée par l'émotion quand il affirme lors des vœux aux militants de Villeneuve-sur-Lot « Celui que vous avez devant vous est irréprochable. Je ne souhaite à personne une épreuve aussi terrible. » Et quelque temps après l'aveu, la démission, il envisage un livre. L'histoire de Cahuzac par Cahuzac, ça vaut beaucoup d'argent, lance-t-il. Et convaincu d'être le meilleur, écrit Élise Carlin, il lui est insupportable de tourner la page politique de sa vie. Il veut continuer à écrire l'histoire. Vous allez tous gicler, promet-il par SMS aux socialistes de son ancienne circonscription, qu'il harcèle de ses appels tour à tour injurieux et désespérés. Un caractériel narcissique, selon les termes de Christine Lagarde, qui eut à subir son mépris quand elle était ministre des Finances. Alors, Villeneuve-sur-Lot, la faute à Cahuzac ou pas. Pour Hubert Coudurier, la politique économique du chef de l'État, qui n'arrive pas à tenir les dépenses publiques et à enrayer le chômage, a sans doute plus compté dans le désamour que subissent aujourd'hui les socialistes que le mensonge d'un homme. Oui, les symboles, même aussi éclatants que celui-là, ne sont que des symboles. Les électeurs votent en fonction de leur réalité. Dans la presse, il y a aussi la polémique sur le dérapage des comptes publics. Oui, et la réalité, la voilà. Les Échos décryptent les analyses de la Cour des comptes. Et même si la droite en rajoute largement sur le dérapage des comptes, les chiffres sont éloquents. Une reprise plus lente de l'activité et des recettes fiscales en 2014 pourrait également se traduire par un déficit nominal plus important, écrit la Cour des comptes. En clair, pas de croissance et donc des impôts qui rapportent moins que prévu, mais qui plombent un peu plus l'activité. Ça s'appelle un cercle vicieux. Et puisque personne ne semble avoir la solution, il faut lire 2 interviews ce matin. Celle dans l'Express de Pascal Lamy, patron de l'Organisation mondiale du commerce pour encore quelques temps. Pour lui, sans rire, la Chine est le pays au monde qui, depuis 40 ans, a fait le moins d'erreurs en matière économique. Pensez, la pauvreté a beaucoup reculé. La mondialisation, dit-il, a permis de sortir de la misère des centaines de millions d'êtres humains. Certes, la destruction de l'environnement, le dumping qui ruine les modèles sociaux européens, c'est finalement très secondaire pour Pascal Lamy. Et puis, il y a l'entretien dans Libération avec Michel Rocard et Pierre Larouturou. Alors, cela explique qu'il faut changer radicalement de modèle, que la croissance ne reviendra pas en Europe et qu'il ne faut pas compter sur elle pour créer des emplois. La crise, nous disent-ils, est une crise du capitalisme dérégulé. Il faut donc redistribuer aux salariés et non plus aux actionnaires. Il faut également penser la transition énergétique. Alors, il plaide aussi pour une baisse drastique du temps de travail. Là, quand on voit le bilan des 35 heures, on a peut-être un doute, mais quand il prône une économie plus frugale, mais qui retrouve le goût de la fête, là, on applaudit. Un nouveau venu dans les kiosques ce matin. Oui, c'est l'événement du jour. Libération, Le Monde, Le Figaro, tout le monde le porte sur les fonds baptismaux. Le Vanity Fair français, la grande œuvre de Michel Denisot, qui a droit à un lancement de Royal Baby. Alors, arrivé dans les rédactions dans une enveloppe noire avec lettres rouges, donc il cultive quand même son image glamour. Libération nous parle de la une, gardée comme un secret d'État. Et certes, on a dedans le récit du majordome de Liliane Bettencourt, le portrait de Lakshmi Mittal, la signature du philosophe Alain Badiou, et en une donc, la fameuse une secrète, la sublime Scarlett Johansson. Mais
il faut les trouver, tous ces articles, au milieu de l'esthétique chic branchée qui confond les photos et les articles avec les publicités pléthoriques. On se perd, on se noie. On trouve le brillant dehors, on rate le mordant dedans, puisque c'est le slogan, brillant dehors, mordant dedans. Et on se dit que la branchitude, c'est un peu fatigant. Le clin d'œil du jour. Puisqu'on parle économie ce matin, on délaissera l'article des Échos sur le moral des industriels pour s'intéresser à celui du Monde, dans les pages Éco-entreprises, sur le moral des patrons belges. Oui, ceux-là aussi, on mesure leur moral. Bon, ils vont aussi mal que nous, les patrons belges. Mais, nous dit Claire Gatinois, les prévisions des économistes sont au moins aussi fiables que celles des météorologues. Pardon à Laurent Cabrol. Du coup, très sérieusement, les chercheurs s'appuient sur d'autres données. Comme par exemple la longueur des jupes. Oui, elles avaient rallongé avant la crise de 29 et le choc pétrolier. Donc, ce serait un signe. Et mieux, alors ça c'est mon préféré, l'indice du slip. Pardon ? Plus la crise avance... L'indice du... Oui, du slip. D'accord. Plus la crise avance, moins les hommes achètent de sous-vêtements. Ah. Je suis très inquiète en ce moment. Enfin, finalement, ça vaut bien les analyses de Pascal Lamy sur la Chine et la mondialisation, tout ça. Merci Natacha Polony.